ou quoi que ce soit. Ouais, j'avais coupé le micro, mais je te salue, Myriam, ainsi que tout le monde. Eh bien, moi, voilà, je salue tout le monde aussi, j'en profite. Depuis Alors, j'en l'Auvergne. profite pour faire un smack. Je vais réciter mes régions. À la Lorraine, à l'Occitanie, à Paris, dans les îles, je ne sais pas où, mais toutes les îles. La Corse, la Corse est inclus. Je ne pense pas qu'il y aura le Canada parce que c'était quand même un peu tôt pour eux. Mais je les embrasse en rediffusion. Ouais, j'ai l'impression qu'on est une chaîne internationale. Je suis super heureuse et très, très emballée à l'idée de vous présenter le transgénérationnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la fenêtre de conversation parce qu'à un moment, je vais bloquer tous les micros. Tadam, la fatalité, vous savez, le truc de l'ordinateur qui est toutes les notifs que tout le monde peut avoir, ou les enfants qui rentrent, qui se mettent à crier parce qu'ils ne sont pas à l'école, parce qu'ils sont malades, ou le chien qui aboie parce qu'il y a le facteur qui passe. Je serais bien obligée de couper les micros. Donc, je vous salue tous du sud de la France. J'habite en Occitanie, à côté d'Anduze. Pour ceux qui aiment les pandas, à savoir, il y a une adresse de bambou, c'est la plus grande bambouserie d'Europe. Et c'est très, très beau, le petit coin où j'habite. Ah, ben, du coup, de couper les micros, ça va empêcher les interactions. Donc, si jamais vous avez vraiment une question très, très importante, vous n'hésitez pas au niveau des micros, vous réactivez votre micro, vous la posez. Est-ce que c'est OK pour tous? On se demandera un peu d'autodiscipline pour les uns pour les autres. Et moi, ce que je vais essayer de faire, ça va être essayer de faire des groupes en fonction des régions pour que vous créiez des groupes de travail. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes et très peu de non-thérapeutes, donc ce ne sera pas embêtant. Est-ce que vous êtes OK? Petit pouce, main levée, on applaudit. Ouais, super. Bon, donc tout le monde pourra participer, même déjà les psychogénéalogistes, les transgénérationnalistes. Y a-t-il des questions par rapport à la différence entre la psychogénéalogie et le transgénérationnel? Je regarde. Oui. Eh bien, tu as bien fait de poser la question, Linda. La différence entre psychogénéalogie et transgénérationnel, c'est surtout une question de nom et une question de positionnement. Le transgénérationnel est plus revendiqué par Jodorowsky et la psychogénéalogie est davantage revendiquée par Schwarzenberger. C'est toujours un nom qu'en tant que dyslexique, j'ai énormément de mal à prononcer. Vous voyez qui c'est? Non. Non. C'est la fondatrice. Oh my God! C'est la fondatrice de la psychogénéalogie. Il va falloir que je triche, que je le... Ancelin Schunze... Bonjour les Alsaciens et les Allemands ou les Autrichiens. Schutzenberger. Oui. Anne Ancelin Schutzenberger. Oui. L'ai-je bien prononcé? Oui. Merci beaucoup. Merci, voilà, c'est Anne Ancelin de son petit nom. On va peut-être l'appeler Anne Ancelin, ça sera plus facile pour tout le monde. Donc, Anne Ancelin a fait des travaux, des recherches. C'était une psychologue et était formatrice aussi à la fac de psychologie, à la fac de Nice, et était formatrice en psychologie. Et comme elle expliquait souvent à ses élèves des choses reliées aux ancêtres, à l'épigénétique,
qu'on n'appelait pas épigénétique à l'époque, c'était à la transmission des mémoires profondes héritées de nos ancêtres. Elle avait fait énormément de recherches. Son mari était un mathématicien. Ça aussi, c'est très important à savoir parce que lui est venue l'idée du génosociogramme. Le génosociogramme. Alors, qui a une idée du génosociogramme? Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est un être vivant? Est-ce un cube? Est-ce un carré? Un arbre, non? Je vois. C'est une map. Ouais, en raccourci, en Jones, Laurine, c'est une map. C'est une carte, en fait, comme un CV global de toute la famille. Un CV global de toute la famille sur lequel on va pouvoir trouver des informations essentielles sur des schémas de répétition, sur des schémas de deuil, sur des schémas on va dire, de chasteté. De chasteté parce que souvent, on va retrouver des vieilles tantes ou des vieux oncles qui ne se sont jamais mariés. Et puis, on va trouver, par exemple, un papa qui a été le seul représentant de la famille parce que tous les autres étaient frères et sœurs. Enfin, frères et sœurs étaient prêtres ou bonnes sœurs rentrer au couvent ou autre parce qu'il y avait énormément de spiritualité dans cette famille. Quand il y avait énormément de spiritualité dans une famille, vous trouvez le schéma émotionnel de la famille. Les niveaux 1 ne vont pas être contents. Je vais balancer un petit truc que je leur apprends. Les familles où il y a énormément de spiritualité ont des familles qui ont énormément besoin de prier. Pourquoi ? Ils ont besoin de prier parce qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu, parce qu'il y a énormément de souffrance, de besoin de protection et de schémas de peur. Et, oups, Karine, je désactive ton micro. Il y a énormément donc de schémas de peur. Et les schémas de peur qui sont omniprésents vont faire qu'on va consacrer des enfants à Dieu pour se mettre sous la protection de Dieu en fonction de l'époque et des croyances. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Juste un petit OK comme ça. En tant que niveau, je suis désolée, je vais vous appeler les poussins, comme dans le foot. En tant que niveau poussin, ou cadet, Je vais me laver, moi. Parce que moi, je suis même pas. Comment me laver les dents? ouais, Francine. Bon, c'est pas grave, mais tu as raison. Tu as raison. Par contre, je vous invite à désactiver tous vos micros parce que je ne serai pas forcément vigilante pour. Attendez, je vais voir comment je peux désactiver les micros. Je ne les désactive pas souvent. Quelqu'un peut me dire comment je désactive un micro globalement? Hop. Je viens de désactiver mon micro. Participant, ça doit Myriam, être... il faut aller dans paramètres et dans les paramètres, tu peux désactiver tous les micros. Ok, il y a une merci. fonction. Merci. Donc, paramètres. Hop. Désolée, le petit... je supprime pas les micros en général, mais là, ça va peut-être désactiver tous les sons. Très bien. Tout le monde maintenant est autorisé à réactiver son micro s'il y a quelque chose à dire par rapport aux choses dont nous parlons ensemble. Donc, dans les familles où il y avait énormément de problématiques liées à la mort, liées à la réparation, liées à la violence, vous aviez donc des familles qui offraient leur enfant à Dieu pour que Dieu protège la famille. Vous retrouvez cette récurrence aussi au niveau des prénoms. Les maris, il y a énormément de maris. Marie était un nom bourgeois à la base qui est arrivé vers les familles plus humbles
Et les prénoms Marie étaient censés mettre les enfants sous la protection de la Vierge Marie ou sous le prénom du saint que l'on honore. Ce que je dis au niveau supérieur, aux autres élèves que j'ai, c'est je vais vous demander de penser en tant que psychogénéalogiste ou transgénérationnaliste. Il n'y a pas une seule grille de lecture quand vous êtes en consultation, il y en a plusieurs. Est-ce que vous comprenez là ce que je... Oui, utilisez les emojis pour demander la parole, c'est une très bonne idée. Est-ce que ce que je vous dis là, c'est compréhensible? Ouais. Je crois que l'homme présent tout en haut, Richard a compris, parce qu'il doit avoir un esprit très analytique et très tic-tic. On fait un zoom arrière, on fait un zoom avant, et c'est comme une prise électrique, par exemple, ou une guirlande. Vous avez tous eu une guirlande de Noël dont une ampoule a cramé, et toutes les ampoules ne fonctionnaient plus. En allant chercher l'ampoule qui a cramé, on peut réparer toutes les ampoules qui fonctionnent. Mais en prenant plus large, en mettant cette ampoule, si la prise d'électricité ne fonctionne pas, vous pouvez soit bidouiller quelque chose, soit faire venir un électricien parce que cette prise d'électricité, elle est reliée en partie à d'autres prises et seul un bon électricien va pouvoir trouver où est la panne. Parce qu'il n'y a pas que les fusibles dans la vie, il y a aussi les électriciens pour réparer les tableaux électriques. Donc, il faut avoir en tête un schéma que vous pourrez appliquer en consultation à des clients. Si jamais un exercice que vous faites de manière simple ne fonctionne pas, prenez l'exercice de manière plus globale en prenant du recul et vous le faites déjà, je pense, en pensant aux parents ou en pensant à l'enfant intérieur. Je pense qu'on est tous passés par un travail par rapport à l'enfant intérieur. On est tous passés par un travail par rapport à l'enfant intérieur, qui est un travail d'inviter le parent à entendre cet enfant ou d'inviter l'enfant à entendre l'adulte qu'il est devenu. Et ça, c'est déjà une première analyse de recul. La seconde analyse de recul va être de dire, OK, mais mon parent a lui aussi été un enfant qui, par le fait de ses blessures, m'a blessé et j'ai hérité des blessures de mon parent. Parce qu'enfant, il a appris des fonctionnements qui ont fait que plus tard, quand il a grandi, il a reproduit les schémas qu'il avait appris. C'était la seule chose qu'il avait appris. Et pourtant, il s'était promis de jamais, par exemple, de jamais boire ou de jamais tromper sa femme. Mais en même temps, quand on est un peu programmé par une injonction parentale de « surtout mon fils, promets-moi que tu ne taperas jamais ta femme » et que le père tape la femme, eh bien, on est sur du 50-50. Prenez donc toujours le 50-50. 50 actifs et 50 passifs. Le 50 qui veut faire du bien et le 50 qui ne peut pas faire de bien. Là, je vous donne plein de tuyaux, plein d'astuces qui serviront certainement à tout type de consultation que vous aurez. Pour, par exemple, quand vous avez des schémas de violence conjugale, ne traitez pas que la femme qui a été battue. Travaillez par rapport à l'homme. La raison pour laquelle il reproduit le schéma qu'il s'était interdit enfant de faire ou de vivre. Eh ben, j'avais dit qu'on aurait une bonne ambiance ce matin. Je pense que j'ai un peu... Je vais être vulgaire.
Niquer le game. Ça, c'est pour tous ceux qui ne me regardent plus parce qu'ils sont sur leur ordinateur et moi, j'ai besoin d'attention, messieurs, dames. Bon, alors, je vous explique comment nous allons fonctionner au niveau de cette formation transgénérationnelle. C'est Jodorowsky et d'autres personnes qui ont lancé le mouvement et qui est un mouvement beaucoup moins dans l'analyse, plus dans le ressenti. Les actes psychomagiques sont liés au transgénérationnel et le transgénérationnel est plus global. Et psychogénéalogie, en général, on va s'arrêter à la 4e génération. Le transgénérationnel va remonter à beaucoup plus. On va s'arrêter donc à la 4e génération en psychogénéalogie et on va utiliser le génosociogramme qui est fait, vous l'apprendrez plus tard, de petits carrés et de petits ronds qui, quand ils s'emboîtent, donnent des petits carrés et des petits ronds. Les petits carrés étant les petits garçons qui ne naissent pas dans les choux et les petits ronds étant des petites filles qui naissent dans les fleurs. Désolé les garçons, il y a du favoritisme pour les fleurs et pour les choux. Bon, à propos, petite... je fais un jingle. Petite anecdote amusante. Désirez-vous une petite anecdote amusante à 9h20 du matin? Oui. Savez-vous pourquoi on dit que les enfants naissent dans les choux? Parce que il y a fort, fort longtemps, on ne pensait pas que les enfants pouvaient naître de la conception du père. Une femme a raconté que son enfant était né quand elle était allée au champ et qu'elle avait ramassé des choux. Et elle a été en procès, son mari a fait un procès en disant « Mais j'ai jamais touché ma femme, je suis cocu, ma femme m'a trompée, c'est un enfant qui n'est pas de mon fait. » Et la croyance au XVIIe, je crois, XVIIe siècle, était que le vent ensemençait les fleurs, les arbres, les animaux et pouvait même ensemencer les femmes. D'où la légende du chou. Parce que cette femme a été reconnue non d'adultérine, n'avait pas trompé son enfant, et son enfant était né d'un chou, et ça a été un procès. Donc, on dit que les enfants naissent dans les choux, parce que la croyance était, il y a très très longtemps, que le vent pouvait ensemencer toute vie sur Terre. En même temps, naître d'un vent, je n'aimerais pas avoir un père pour vent. Quoique mon père a mis beaucoup de vent dans ma vie, mais ça, c'est une autre histoire. Revenons au génosociogramme et au transgénérationnel. Anne Ancelin-Schutzenberger a fait donc des travaux et des recherches avec Bruno Moreno. Bruno Moreno est le créateur du psychodrame. Le psychodrame, c'était une scène de théâtre où les gens revivaient le drame qui leur était arrivé. Et en mettant en scène ce psychodrame, il se passait des libérations émotionnelles. Il n'y avait pas forcément la réparation parce qu'on ne demandait pas de réécrire la scène, mais il y avait des réparations parce que les émotions étaient dites, exprimées à haute voix et que les choses se savaient. Anne Ancelin a donc travaillé ça et a approfondi vraiment la psychogénéalogie et elle a fait beaucoup aussi de recherches sur les familles de déportés et les héritages qui avaient eu lieu par rapport aux déportés, en trouvant des choses qui étaient très intéressantes à décoder. Anne Ancelin était très analytique et Jodorowsky, qui s'est un peu approprié le transgénérationnel avec des actes psychomagiques, était très ressenti. On ressent le truc, on crée la chose dans la métamorphose, on crée un acte psychomagique pour se libérer de quelque chose qui est en soi. Et le psychomagique, c'est de faire porter un objet extérieur
toute la souffrance et toute la douleur que l'on porte à l'intérieur. La chose la plus connue dans un acte psychomagique va être la lettre à l'univers. La technique des plateaux. La technique des plateaux, c'est quand vous avez un non-dit, quand vous avez quelque chose qui n'a pas pu être dit à une personne, soit parce qu'elle est sortie de votre vie, soit parce qu'elle est décédée, soit parce qu'elle n'a pas voulu vous entendre. Vous invitez l'univers à être le porteur de ce message. Vous écrivez vraiment votre lettre. Là, vous faites l'effort de prendre un stylo, une feuille, de prendre tout le temps nécessaire pour écrire cette lettre. Vous allez poser une chaise pour la personne, poser une chaise pour l'univers, poser une chaise au cas où quelqu'un pourrait faire l'intercesseur et vous pensez à une personne que vous nommerez dans votre lettre. Et ensuite, vous allez allumer une bougie, vous allez lire la lettre en pensant très fort à la personne, en lui disant, voilà, je t'écris cette lettre parce que aujourd'hui c'est très compliqué pour moi de parler avec toi et j'ai besoin de te le dire parce que tu ne m'as pas entendu à l'époque ou parce que tu ne m'entends toujours pas. Je voudrais que l'univers, par le biais de cette conversation, t'amène ma parole et puisse te permettre d'entendre ce que je te dis, afin moi d'en être libérée et afin de définitivement ne plus porter ça. Vous posez la lettre sur la chaise, vous attendez, vous respirez, vous sentez que vous êtes libre, que c'est OK. Une fois que c'est fini, vous remerciez la personne d'avoir lu votre lettre, même si elle n'a pas fait un acte de présence physique. Et ensuite, vous allez vous lever, brûler cette lettre et la jeter, soit au WC si c'était une lettre toute pourrie, soit dans un ruisseau si c'était une lettre toute douce. Mais le coup des WC fonctionne bien. Ça, c'est un acte psychomagique parce qu'on crée une intention, on pose l'intention sur un support, sur un tiers. Un support, c'est un objet, c'est un support transitionnel. Le bébé crée son attention sur un support transitionnel qu'on appelle un doudou. Essayez de supprimer doudou à bébé, vous allez déguster. Parce que ce support transitionnel est plus important que vous, que son père, que sa race. Et si jamais vous l'oubliez dans un bac à sable ou dans un supermarché, vous vous retrouvez obligé de poster une annonce sur Facebook en demandant qui a retrouvé doudou. Le support transitionnel de doudou, c'est le même support transitionnel que la cigarette pour certains. C'est un objet sur lequel il a posé toute son attention pour se sentir en sécurité quand maman n'est pas là. Quand papa n'est pas là, cet objet représente papa, maman, la bonne et moi, mais tout le monde est représenté par cet objet. Toute sa famille, toute sa maison, toutes ses valeurs sont représentées par cet objet qui devient l'objet le plus sécurisant du monde. Jusqu'à ce que bébé se détache de cet objet transitionnel, puisqu'il y a marqué dans cet objet transitionnel. C'est un objet de transition. Comme la cigarette. La technique de doudou et de la cigarette est impressionnante pour les personnes qui veulent arrêter de fumer. Quand vous racontez que cigarette est un doudou et que c'est surtout un support transitionnel de quelque chose, vous amenez la personne à réaliser que ce n'est peut-être pas la peine de continuer à utiliser un doudou en étant grand et vous ramenez à doudou. Quand on a été assez grand pour abandonner parce que quand même, il y avait la petite Émilie là, qui était trop mignonne avec ses boucles et doudou, il puait un peu et ça foutait un peu la honte de trimballer le truc tout poisseux, tout pourri, tout crasseux parce que hors de question qu'il passe à la machine, mais t'imagines même pas les odeurs qu'il y a. C'est trop dingue. Et donc, on a laissé doudou. Un jour, on l'a mis de côté, puis on a fini par l'oublier, comme on peut oublier la cigarette. Ceci était un hors sujet,
mais qui peut intéresser certains hypnos pour les arrêts tabac. Petite note à vous-même. Il y a donc le transgénérationnel, la psychogénéalogie et la psychanalyse transgénérationnelle. La psychanalyse transgénérationnelle est l'ancêtre des deux. C'est là où j'ai trouvé le plus de ressources, le plus de documentation et le plus d'informations. Le livre tant connu du syndrome du gisant est un livre, le syndrome du gisant, qui est de Salomon Selam, est un livre qui parle des mémoires mortes que l'on porte en soi et qui se perpétuent au travers des uns et des autres, suivant la manière dont la famille a vécu le deuil. Chacun a récupéré une partie de la personne décédée en la faisant revivre au travers de soi. Le syndrome du gisant, je vais l'écrire pour que tout le monde le sache, le syndrome du gisant. Vous avez encore plus intéressant comme livre que le syndrome du gisant, qui va focaliser sur le syndrome du gisant, mais qui ne va pas parler des types de deuil et des types de secrets. C'est la mémoire. Merde, pardon. C'est parce que j'ai dit la mémoire. Ça va me revenir, hein, je vous rassure. Les fantômes de l'âme. Voilà, les fantômes de l'âme. Les fantômes de l'âme, beaucoup plus passionnant à lire que le syndrome du gisant. Le syndrome du gisant va être très technique et est une récupération un peu des fantômes de l'âme, où vous avez plus de thématiques par rapport au syndrome de deuil et à ce que l'on peut porter. Ce sont deux auteurs, deux docteurs, deux psychanalystes, mais des psychanalystes transgénérationnels. Vous allez donc trouver plein de livres et puis dans le groupe, on peut aussi partager les références ou les livres que l'on lit avec plaisir. Mes principales ressources ont donc été trouvées dans la psychanalyse transgénérationnelle parce que c'est la seule psychanalyse qui, selon moi, évolue et n'enferme pas une personne avec sa mère, ou avec son père, ou avec son sexe. Pardon, on va... 9h31, on parle déjà de sexe. Ben, dites donc, ça promet. Ceci n'enferme pas donc la personne dans un truc typiquement freudien qui voudrait manger son père ou manger... Non, non, c'est plus un outil qui permet aux personnes de réaliser les liens toxiques qu'elle peut avoir avec sa famille ou qu'elle a pu créer elle-même avec ses propres enfants. Et dans cette psychanalyse, il y a aussi les décodages de rêves. Donc, moi, je suis à fond pour la psychanalyse transgénérationnelle. Et je vous invite plus à explorer, si vous voulez être un bon psychogénéalogiste ou une bonne transgénérationnaliste, les livres de psychanalyse transgénérationnelle, parce qu'il y a autant de spécialités dans la psychanalyse transgénérationnelle que de spécialités dans l'hypnose. Vous avez donc, j'ai plus son nom, Mario Astier, je crois qu'il s'appelle, donc je ne l'écrirai pas. Mario Astier qui a fait sa spécialité des adolescents et des mémoires de déracinés. Les mémoires de déracinés sont des mémoires dans lesquelles les familles vont, essayer de s'adapter. Deuxième génération, fais comme ton père, même si on lui crachait dessus parce que c'était le sale émigré. 3, faire revenir la famille partie
ou la famille disparue du pays en reprenant des cultes, des croyances ou des certitudes qui ont été fantasmées. Ça va vous choquer, mais par exemple, aujourd'hui, le port du voile n'a jamais été aussi présent en France qu'un support visuel d'une religion laissée ailleurs, que l'on ramène ici et que l'on impose parce qu'il y a un besoin de réparation de quelque chose qui a été perdu. Il n'y a jamais aussi autant de personnes rentrées dans des croyances spirituelles parce que une part de nous est laissée au pays, la part de ma famille qui vit là-bas, et moi je vis ici, donc je suis en culpabilité totale. Et seul Dieu nous réunira. Et suivant l'époque où la famille a quitté le pays, c'était l'époque où il y avait énormément de religions. Par exemple, les Italiens sont très croyants et prient souvent les madones. Et quand je vais en Italie, alors pas forcément le nord de l'Italie, mais je suis marquée par toutes les statues, les petits hôtels particuliers que l'on retrouve à Naples. Il y a des hôtels à chaque coin de rue. Chaque coin de rue est béni avec son propre saint qui a le nom à la rue avec son nom et puis qui a même sa statue. Et après, toutes les personnes vont mettre, par exemple, j'étais à Malte. Mon mari m'a offert des vacances à Malte. En fait, c'était le seul moyen qu'il a trouvé pour me tirer hors d'Internet. Et là-bas, toutes les maisons avaient des statuettes protectrices du saint de la rue. Merci Juliette. Le syndrome du gisant, les fantômes de l'âme de Claude Nachin. Donc, ce n'est pas Serge. Serge Tisseron, si je l'ai cité, c'est que lui, sa spécialité, c'est les secrets de famille. Juste, tu veux bien redire le nom de celui sur les ados, même si c'est approximatif? Mario Renac. D'accord, merci. Là, il est bon. Là, il est bon. Ah oui, Généascence, dictionnaire, exil. Donc Mario Renac, lui, il a fait des livres intéressants sur les adolescents et sur aussi les mémoires des déracinés, les histoires de déracinement ou les histoires d'apatrides, ceux qui n'ont plus de pays. Force et honneur. Mon pays, c'est la terre. Donc, revenons maintenant à nos moutons et nous allons, si vous le voulez bien, étudier toutes les bases du transgénérationnel. Pourquoi je vous fais ce cadeau? Bon, petit ya parce que je suis gentille. Oh. Et puis aussi un peu, comment dire? Ah ben, et ce matin, j'ai mes mots qui se coupent dans la tête. Ça fait tuk-tuk, non, tu le diras pas. Non, non, tu le diras pas. Ben, je le dirai pas. C'est pas mutine parce que mutine, ça a quand même un petit côté mutine. Pas coquine aussi parce que coquine, mais non, voyons, pas du tout. Et parce que je suis, eh bien, je vous le dirai plus tard quand ça me reviendra parce que mon cerveau m'a mangé le mot et il veut pas me le recracher. Pourquoi je vous fais ça gratuit? Alors, il y a le petit A, il y a le petit B qui est, ça va me faciliter pour les niveaux 1, les niveaux 2, parce que je n'ai pas le temps en général d'approfondir au niveau des niveaux 1, des niveaux 2, toutes ces connaissances-là. Les niveaux 1, les niveaux 2 ont des fiches techniques où je leur demande de réfléchir par rapport aux grilles de lecture de action-conséquence. Le style d'exercice action-conséquence, c'est que vous pouvez avoir 5 types de blessures qui se retrouvent dans une problématique d'une personne.
elle épouse, une femme par exemple, épouse un homme qui n'est pas intéressé par l'acte sexuel. Depuis qu'ils ont eu un fils, il ne la touche plus, il ne veut plus la toucher. Elle se retrouve désespérée parce que son identité de femme n'existe plus. Et beaucoup d'histoires. Elle a eu un père adopté, puis un père naturel, un père adoptant, puis un père naturel. Et en fait, quand on va remonter dans la famille, on va trouver les types de blessures qui ne sont pas liées forcément à un homme qui ne veut plus la toucher par peur d'avoir d'enfants. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais on va tomber sur des problématiques qui vont être liées à l'arrière-grand-mère qui a été obligée de vivre un viol et ce viol, en fait, n'a pas pu être reconnu et on a demandé à un homme moyennant de l'argent ou des terres de donner son nom à l'enfant pour que l'enfant ait un père. Et on dit que c'est un viol, mais en fait, ça a été caché parce que c'était une histoire d'amour interdite d'une caste sociale différente. Donc, on retrouve un interdit, une histoire d'amour interdite, un homme aimant, une histoire de mensonge derrière la vie qui a existé. Et on va retrouver une histoire d'homme qui a été obligé de donner son nom alors qu'il était dans sa pleine jeunesse. Et peut-être qu'il avait une histoire d'amour de son côté et une jeune gueuse à marier ou à épouser et qu'il aurait été heureux. Mais ses parents, pour avoir des terres ou pour avoir des biens, ont vendu son nom. Vous voyez, vous avez 5 types de problématiques. Et 5 types de problématiques vont faire une seule et grosse problématique qui est indigeste parce qu'elle vient de 5 héritages émotionnels. Pensez donc héritage émotionnel. Je vais boire un peu mon café. Nous ferons une pause à 10 heures si vous voulez bien. On se croirait, pardon, j'espère qu'il n'y a pas de fonctionnaire, mais il y en a peut-être. Je vous salue, gros bisous. Je n'ai rien dit de mal, mais on fait la pause café 1 heure après avoir commencé. Mais en même temps, c'est bon pour la santé, le moral, et ça permet d'avoir les nerfs qui tiennent quand on a des personnes au guichet qui sont insupportables. Mais vous n'êtes pas insupportable, attention, parce que ça, c'est appelez-moi Bambi. Vous savez, quand j'ai un truc et que je fais un contre-truc. Donc, la gaffeuse, ce sera moi. Si vous aimez rire, il y aura de la gaffe, il y aura des gros mots, il y aura du suspense et des émotions. Je vous invite donc toujours à penser par rapport à une famille, à voir quelle est la blessure émotionnelle que vous allez retrouver. Vous voyez la trame émotionnelle quand un patient vient en consultation, quand une personne vient en consultation, il y a souvent une trame émotionnelle dans la famille. Une seule, Myriam? Bien principale. Partez des émotions primitives, peur, colère, tristesse, et étirez pour voir quelles sont les origines qui ont donné cette histoire. Pour mes niveaux 1, mes niveaux 2, je leur ai donné des fiches pratiques que je ne vous donnerai pas. Bon, non, mais mais vous en aurez d'autres et nous pourrons étudier à plat toutes les histoires de droit, toutes les histoires de devoir, de loyauté inconsciente et consciente, toutes les émotions prescrites, induites, de proximité ou de contact qui sont héritées dans les familles.
Richard? Une personne qui se retrouve un petit peu avoir le sentiment de devoir être le gardien de l'histoire de la famille et que ça l'apaise, que ça même crée des comportements émotionnels très importants. Ça peut être notamment une... Que ça l'apaise. Enfin, là, ça l'apaise. Le côté pesant, Ah, ça lui pèse. ça lui pèse, oui. Oui, pardon. Parce que ça l'apaise, Oui, oui, ça doit être apaisant, mon Dieu, d'être un gardien de famille. pas vraiment. D'accord, c'est compris. Et c'est quelque Ok. chose, effectivement, qui peut être intéressant d'étudier en transgénérationnel. Ben, vous pourrez étudier ça. Donc là, je vous ai donné le global. Le global, et moi, ce que je voudrais faire pour ce niveau, le niveau piou-piou, je vais appeler le niveau piou-piou, ce que je voudrais faire, c'est toutes les fiches techniques que je n'aurai pas à refaire pour mes niveaux 1 et pour mes niveaux 2, parce qu'ils les auront à disposition après. Donc, les fiches techniques, ça va être les émotions prescrites et les émotions induites. Émotions prescrites, c'est les injonctions parentales. Qu'est-ce qu'une bonne injonction parentale? Une bonne petite tarte dans la gueule de papa, ça c'est une injonction parentale. Ferme ta gueule et puis c'est tout. Ça, accompagné de son soufflet, ça vous fait une personne qui se tiendra toujours droite dans ses bottes et ne sortira jamais du rang, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une injonction parentale. Et une maman qui fait « Chut, tais-toi, tu vas encore en prendre une ». Ça, c'est une bonne injonction parentale aussi. Besoin de protection, certes, beaucoup d'amour, mais plutôt que de dire au crétin qui tape sur son gosse, non, tu n'as pas le droit de le faire, je vais le protéger. Et maintenant, ça suffit, ta violence t'appartient et je refuse que cet enfant vive ça. Là, chut, tais-toi, ça rend la maman au final complice de cette violence parce que elle veut protéger l'enfant parce qu'elle a appris que c'était en se taisant qu'on était en sécurité. Le silence. Ça va donc donner des bonnes familles de taiseux. Émotion prescrite, c'est ça. Émotion induite en transgénérationnel, c'est les émotions que les bourreaux n'ont pas voulu reconnaître et que les victimes ont récupérées. La culpabilité peut être un bon exemple. Je suis coupable parce que si j'étais quelqu'un de bien, je ne prendrais pas ça. Je suis coupable parce qu'il ne ressent aucune culpabilité à ce qu'il a fait. Quand, par exemple, un violeur va faire du mal à une femme, ne va éprouver aucun remords, la personne va avoir une honte pour elle, mais une honte pour lui. Vous voyez là où je veux vous amener? L'émotion va donc être une émotion par contact, mais une émotion qui n'est pas dite et qui n'est pas verbalisée. Donc, une émotion que la personne va récupérer au nom de la personne qui lui a fait du mal. Cela peut arriver également pour les familles dans lesquelles la violence est aussitôt pardonnée. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas de ta faute, c'est parce que je t'avais énervé ce jour-là. Ce qui vous donne des femmes qu'on ne peut pas sortir de leur schéma parce qu'elles protègent en ayant récupéré les émotions que leur bourreau ne porte pas.
refuse de reconnaître. Parce que si la personne reconnaissait quand même qu'elle va un peu trop loin dans le rapport de force, le contact physique, elle arrêterait immédiatement. C'est pour ça toujours que je vous explique le 50-50. C'est OK pour vous? Donc le transgénérationnel va être d'amener une personne que vous voyez en séance individuelle à comprendre quelles sont les origines de sa problématique. Quand est-ce que cette problématique est née? Si c'est une problématique qui est une problématique immédiate, issue d'un oh, mon Dieu, il s'est passé ça, je suis traumatisée par ça, mais ça, c'est de ma vie présente, de mon présent, c'est de mon fait. Je l'ai vécu parce que ce jour-là, j'étais à un feu rouge et la personne m'a percuté parce qu'elle n'a pas vu. C'est quelque chose qui est du présent de la personne, qui n'est pas de l'ordre de son passé. Si c'est quelque chose qui tourne en boucle, un truc qui est récurrent, même ça peut être un truc récurrent parce qu'on peut trouver des accidents dans les familles. Si c'est une chose qui est de l'ordre de la récurrence, j'ai beau faire, j'ai beau travailler dessus, ça revient toujours. Je vous invite à aborder le transgénérationnel. C'est OK pour vous? Nous aborderons, nous, donc ces fiches techniques. Et nous aborderons aussi le génosociogramme. Je pense que c'est ce qui va se faire en premier dès la semaine prochaine, avec un maximum d'informations pour les personnes qui en auront. Nous pourrons monter pas à pas le génosociogramme et vous avez d'ailleurs déjà les PDF du génosociogramme, comment les monter, comment les faire dans le groupe. C'est de vieilles archives, messieurs, dames. Ensuite, une fois qu'un maximum de personnes aura son génosociogramme, nous créerons des groupes avec les personnes qui ont fait leur génosociogramme. Ce ne sera pas une récompense ou une punition si vous n'avez pas de génosociogramme. Peut-être que vous pourrez vous joindre au groupe, mais ça sera un peu comme le mot de passe. T'as ton génosociogramme? Ouais, je l'ai fait. Et même, on peut s'arrêter au niveau de la 4e génération. Alors, j'en vois déjà qui disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas pu le faire parce que ma mère ne parle plus à sa famille. » Bonsoir. C'est pas vrai. C'est intéressant, ça. Elle ne parle plus à sa famille. OK. Mais elle est née quelque part, ta mère, quand même. Il y a bien un acte de naissance qui dit qu'elle est née quelque part. Et tu vas donc contacter la mairie en disant, ben voilà, je fais des recherches généalogiques, c'est gratuit. Normalement, c'est gratuit. Il y a des mairies qui vous feront peut-être payer le timbre, mais si vous le demandez en ligne, vous le recevez dans votre boîte aux lettres gratuitement. Vous allez donc demander à la mairie de naissance de votre maman l'acte civil intégral. Dans cet acte de naissance civil intégral, vous avez l'acte de naissance de grand-père et de grand-mère. Et là, vous contactez les mairies, des actes de naissance de vos grands-parents. Ça met en général 3 jours quand il s'agit de la France. Ça met un peu plus longtemps quand il s'agit de, par exemple, chez les Pieds-Noirs ou chez les Indochines. Chez les Indochiniens, je ne sais pas comment. J'ai honte de moi là sur ce coup-là. Chez les gens nés en Indochine, du temps de l'Indochine française ou dans les colonies, vous avez, voilà, cela peut se faire en ligne sur France Connect. Merci beaucoup, Nini. Vous avez donc
À Nantes, ben voilà. Oui, merci, c'est à Nantes. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a fait une antenne à Nantes et l'on peut remonter au niveau des actes de naissance à assez loin. Mais par contre, il faut, pour avoir les actes de naissance en ligne, que la personne soit décédée depuis un certain nombre d'années. Parce que ça relève du droit à la vie privée, enfin, à la mort privée, on va dire, hein, plutôt. N'en riez pas, j'ai pas mangé de clown ce matin. C'est vraiment très basique. Le droit à la vie privée, ben, c'est le droit aussi à la mort et à l'intimité, ce qui fait que les noms des personnes ne seront pas en ligne. Alors, ton papa, Myriam de Andrade, mon père est marocain, alors je ne sais pas trop comment faire. Il y a des groupes sur Internet de généalogistes. Je vous conseille de vous brancher là-dessus et de demander, de faire un minimum d'efforts, par exemple par rapport à maman, et de faire une demande d'aide, parce qu'il y a des gens qui sont tellement passionnés qui prendront un petit moment pour vous aider à trouver. Mais il faut avoir manifesté quand même qu'on a un peu cherché. 75 ans pour le délai d'accès aux actes. Voilà, c'est ça. Vous avez sur Généanet aussi des arbres de famille en ligne. Des arbres de famille en ligne. Et si vous prenez l'abonnement, vous pouvez répertorier ou retrouver des personnes de votre famille et même des photos de vos ancêtres. C'est ainsi que j'ai retrouvé mon arrière-grand-père en photo, alors qu'il était, il était enterré à la fosse commune. Généanet et Philae, exactement. Les archives départementales, et c'est gratuit. Exact, Linda. Bref, on a la version Généanet gratuite et Philae gratuit. Pour les frères et sœurs, vous pouvez trouver. Il y a aussi les tables des. Oh là là, il y a les tables. Oh zut. En fait, la généalogie, moi, je m'y intéresse quand je fais les recherches, je connais le truc. Les tables décimales, je crois que ça s'appelle. Oh, je vais vous dire des conneries enregistrées, ça va être terrible. Je vais arrêter mes bêtises. Vous avez sinon l'excellente Natacha, qui est une généalogiste qui prend pas très cher et qui pourra faire des recherches pour vous. Les tables décimales, voilà, merci Fabienne, parce que les tables décimales, ma dyslexique intérieure te remercie. C'est la même sonorité, c'est tellement joli. Donc, vous avez Natacha qui peut vous aider. Les archives les plus compliquées, selon moi, sont les archives belges. Parce que c'est flamand, c'est wallon, c'est wallon. Et c'est répertorié parfois dans des langages ou avec des communes ou avec des appellations pour les Vanden qui sont attachés, qui ne sont pas attachés, qui sont très compliqués à retrouver. Voilà. Eh bien, Fabienne, tu en connais une touche, hein? Alors, Céline, c'est toi qui lèves la main depuis tout à l'heure? Merci. Je t'invite à parler. Oui, merci. J'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais moi, par exemple, j'ai le mari de ma grand-mère, donc mon grand-père. C'était pas mon grand-père biologique, mais je n'ai connu que lui. Si je dois faire des recherches, c'est sur le grand-père biologique. Et est-ce que je prends en compte aussi cette partie de la famille? Oui, Voilà. oui, il faut le mettre dedans. Est-ce que ton D'accord. grand-père biologique a eu des enfants avant? Est-ce que Oui, le père, oui, oui, le premier père a eu des enfants, le second père a eu donc a adopté ou a fait grandir, c'est ce qu'on appelle le père nourricier, a oui, fait grandir l'enfant dont il n'était pas le papa. c'est ça.
Mais ce père biologique, tu peux le retrouver s'il y a eu des enfants. Et d'ailleurs, tu peux même le retrouver sur Philae, parce que si tu demandes l'acte de naissance intégral, tu retrouveras les mariages. D'accord. On apprend des choses. Moi, j'ai appris que mon arrière-grand-père avait été marié en premier temps avec une culottière, une femme qui fabriquait des culottes et D'accord. qu'il avait divorcé parce que pendant la guerre, elle avait volé de la nourriture ou elle avait fait des conneries. Et il s'est marié avec mon arrière-grand-mère. Donc, tu apprendras beaucoup de choses parce que sur les actes de naissance intégrale, il y a les mariages, les remariages avec les personnes. Donc, tu peux retrouver les personnes. D'accord. Donc, je fais les deux grands-pères et je regarde aussi plus haut des deux côtés ou pas du tout du coup. Enfin, je dois remonter après Tu peux encore. regarder plus haut. Tu peux regarder plus haut et tu trouveras. Après, au bout d'un moment, bon, vous pouvez monter jusqu'à 7 générations, mais 4 ou 5, ça sera déjà pas mal avec les oncles et tantes. Vous avez aussi tous certainement un cousin généalogiste, une tante généalogiste, une belle-sœur généalogiste, quelqu'un qui n'a que ça à faire et qui raconte à tous les repas de famille ce qu'elle fait. Oh, le notaire de la famille, je ne sais pas si il va accepter de donner les informations comme ça. Peut-être, peut-être. Régine, ton grand-père était illégitime, donc tu es bloqué dessus. Régine, est-ce que tu te souviens en niveau 1 qu'on peut le travailler et qu'on peut inviter ce grand-père et qu'on peut inviter, si jamais il y a eu un autre homme qui a élevé son enfant, à parler, à se présenter? Oui, je n'ai pas fait ça, tu vois, je n'ai pas pensé. Parce que quand j'ai écrit aux mairies, donc c'est bien marqué dessus, tu sais, dans le temps, c'est marqué illégitime. Légitime et illégitime. Donc là, lui, il est légitime, si tu veux. Pépère, je ne sais pas si ma mère s'est fait violer ou je ne sais pas du tout. Un enfant né de la guerre, un truc comme ça? Je pense, je pense. D'accord, donc personne n'a reconnu l'enfant. L'enfant n'a pas été reconnu. D'accord. Ça donne de... Pardon. J'allais être affreuse. Je vais m'autoriser à l'être un peu, mais ça donne de très belles blessures. Je te félicite d'avoir porté ces blessures jusqu'à présent parce que maintenant que tu as cette information, tu peux soit faire un acte psychomagique pour lui redonner son honneur, sa naissance et l'autoriser à exister, soit faire un travail en constellation intérieure avec l'outil pour inviter toutes les personnes qui ont jugé l'enfant, y compris peut-être les grands-parents. Parce que souvent, dans les familles, quand un enfant était illégitime, le grand-père de la jeune fautive, s'il avait beaucoup d'amour, pouvait reconnaître l'enfant pour qu'il porte le nom de la famille. Et ce n'est pas que l'enfant était l'enfant du grand-père, hein. Mais par amour, il y a des pères qui reconnaissaient les petits bâtards de leur descendance. Que ça ne soit pas choquant pour vous si vous dites « Oh my God! Mais comment est-ce possible ?» Pour des enfants illégitimes en dehors des conditions de guerre, je vous invite à aller voir quels sont les témoins de naissance, quels sont les parrains. Parce que le parrain, vous le trouverez toujours dans la paternité. Soit des années plus tard, il se marie avec la mère, soit c'est un notable ou un fils de châtelain ou un truc comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va marquer l'enfant et va le protéger, bien qu'il ne puisse pas le reconnaître parce qu'il est peut-être déjà marié.
Ça, c'est la généalogie. Alors, les Portugais, pour Marie Lopez, tu trouveras certainement, j'ai pas fait de recherche du côté portugais, mais tu trouveras certainement pour les Portugais des généalogistes qui parlent français pour t'aider. Où es-tu, Marie? Ah, tu es là. Tu trouveras donc certainement des généalogistes qui parlent français, qui ont fait des recherches au Portugal et qui pourront t'aider. Mais déjà, tu peux travailler peut-être sur les premières blessures qui sont les blessures des familles arrivées en France. Parce que ça, c'est le premier travail que je ferai avec une personne qui a des ascendants d'origine espagnole, d'origine italienne, d'origine étrangère en France, vu la manière dont les Français digèrent les arrivées au fur et à mesure. Et on ne trouve guérison et réparation qu'à peu près à la 4e génération. Donc, dans les blessures, on a les deuils impossibles à faire chez les émigrés. L'enfant qui abandonne sa mère ou ses frères et sœurs pour des conditions de misère, pour des conditions politiques. Pour les Espagnols, ça a été des conditions de guerre, de survie, parce qu'on leur a dit, si tu es là demain, tu crèves. Ça va peut-être vous paraître choquant, mais je mets dans le même paquet, dans le même type de blessure, les personnes qui ont été déportées et qui sont revenues vivantes. Elles ont laissé derrière elles une partie qui est morte. Vous retrouverez donc l'illégitimité d'être vivant et ceux qui ont laissé derrière eux et qui ont sacrifié les personnes qu'elles aimaient, avec qui elles étaient en lien. Parce que pour les camps, ça a été terrible pour les survivants de réussir à survivre. Ça a été terrible pour les prisonniers de guerre de ce qu'ils avaient laissé, parce que dans l'armée, on les appelle quand même les frères d'armes. C'est des frères d'armes. Je ne sais pas où est maman. En tous les cas, il y a les frères, il y a papa le colonel qui veille sur eux. Les gradés sont très gentils. Les moins gradés sont moins gentils. Pardon, désolé Richard. Mais les plus cool, on va dire que maman, c'est les gradés. Maman, c'est le général, mais maman est intouchable. Hein. Maman, c'est celui qui adoucit, qui fait de la politique, qui arrange, qui assouplit. Et puis après, il y a les grands frères qui sont les caporals, adjudants-chefs, qui sont grands frères. Puis après, il y a le père qui est super dur. Mais on les appelle les frères d'armes parce que l'armée est une famille. Tu me diras si je me trompe, Richard. Et pendant qu'il y a eu les guerres, donc, ils sont morts sur des champs, les frères d'armes, et ceux qui sont revenus sont devenus les taiseux parce qu'on ne peut pas raconter à sa famille les souffrances quand on est un homme. C'était tabou à l'époque. Vous avez donc des descendants de ces guerres dont les familles ne parlent pas entre elles.
ou des histoires de deuil impossibles à faire qui vont se matérialiser par des chagrins qu'on ne comprendra pas. La mère patrie, oui, Fabienne, mais je vais t'embaucher, toi, pour cette formation. Vous avez donc, dans ces histoires, des mémoires qui sont tues à jamais, comme ceux qui se sont éteints à jamais. Oui, ben, pratiquement dans toutes les familles, sauf que certaines familles ont résilié beaucoup plus vite l'histoire que d'autres. T'imagines, le mec, il est porté disparu, il revient de la guerre, sa femme a eu un gosse. On ne peut pas dire que c'est de l'opération du Saint-Esprit ou du chou, hein. On n'a pas le droit. Je te croyais disparu et tout le monde m'avait dit que tu étais mort. Donc les guerres seront souvent les traumatismes les plus présents dans les familles. Et je vous en parle parce qu'en ce moment, on est dans la période du 11 novembre. Donc c'est surtout les histoires de guerre qui ressortent en ce moment. Les mémoires familiales qui ressortent sont des histoires beaucoup liées à la guerre. Le lien pour le génosociogramme. Alors, le génosociogramme, on va le faire la semaine prochaine. Peut-être qu'on va l'aborder à la pause de 10h, il est 10h10. Donc là, c'est petit rappel à l'ordre. 10, 10. Oh, Mimi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, très bien, j'arrête, je vous libère. On parle de guerre, on parle de libération. C'est un bel effet de transition, je trouve. Je suis assez en forme ce matin. Public, es-tu là? Élève, ouais! Force. Bon, allez, c'est la pause. Courez. On se retrouve dans 10 minutes pour ceux qui ont aimé la première partie. Et on continue avec le génosociogramme où je vous fais une démonstration du génosociogramme pour vous montrer comment on va être amené à travailler sur ce génosociogramme. OK? Je coupe le micro, l'enregistrement.